Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. The United States was at peace with that nation, and at the solicitation of Japan, was still in conversation with its government and its emperor, looking toward the maintenance of peace in the Pacific. The attack yesterday on the Hawaiian Islands has caused severe damage to American naval and military forces. I regret to tell you that very many American lives have been lost. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. The Oscar goes to James Cameron for Titanic. This is James Cameron's second account, including The Terminator and The Abyss. I don't know about you, but I'm having a really great time. Après le succès colossal de Titanic, plus personne n'ose demander des comptes à James Cameron. Mom, Dad, there's no way that I can express to you what I'm feeling right now. My heart is full to bursting, except to say, I'm the king of the world! Il n'est peut-être pas le roi du monde, mais il est assurément l'un des maîtres d'Hollywood. Dans la profession, l'industrie, il fascine autant qu'il inspire la crainte. Son cinéma n'est aucunement remis en cause, mais son attitude, ses visions questionnent. En interne, le magnat Rupert Murdoch, patron de presse, l'homme au sommet du groupe réunissant les branches de la Fox Corporation dont la 20th Century Fox, reconduit Paul Chernin, patron du studio, mais pousse Bill Mechanic, directeur de production en chef du studio, à la sortie en l'an 2000. Pendant ce temps, le cinéaste affronte une tempête médiatique. Son divorce avec Linda Hamilton, l'un des plus coûteux de l'histoire d'Hollywood. Au cours du tournage de Titanic, Cameron rencontre Suzy Amis, comédienne, dans le rôle de la petite fille de Rose. Une idylle s'amorce. Résultat de la procédure, 50 millions dans les poches de l'interprète de Sarah Connor, la moitié de ce que Cameron a touché grâce au succès de Titanic. Though we tried to contact Suzy Amis on the breakup of James and Linda, as of our deadline, our calls had not been returned. Le cinéaste décide de se faire oublier, développant dans l'ombre différents projets, Dark Angel, des documentaires, Expédition Bismarck, Ghosts of the Abyss, Aliens of the Deep, The Exodus Decoded et des œuvres de fiction telles que Solaris de Steven Soderbergh. L'épisode Titanic laisse des traces, et en attendant de connaître le film qui marquera le retour de Cameron au devant d'un grand projet cinématographique,
il existe peut-être une opportunité commerciale à saisir de l'influence d'une telle œuvre. Hollywood observe attentivement les affres et les succès du projet Titanic. Et Disney en particulier, mais pas que. Un certain Jerry Bruckheimer et son poulain Michael Bay qui en 1998, quelques mois après Titanic, rencontrent une jolie réussite avec le grandiloquent Armageddon. Comprenant très vite que la mode des films catastrophes est en train de passer, ils observent. Titanic, 1,8 milliard, Armageddon, 550 millions, et il faut sauver le soldat Ryan, 500 millions. L'équation paraît simple. Si on additionne les trois, un film de guerre, tourné à la façon du soldat Ryan, traversé par une romance à la façon de Titanic, réalisé par l'artisan du succès d'Armageddon, on peut peut-être additionner les trois recettes ensemble. Séduisant sur le papier. Sur le papier, Pearl Harbor est tout trouvé. Un événement majeur, tragique, se déroulant en pleine Seconde Guerre mondiale, avec des civils, des militaires, une leçon à extraire, un inconscient collectif et de la pyrotechnie. Problème, Michael Bay veut faire une œuvre viscérale, une œuvre brutale. Disney veut un PG-13. Point barre. Le cinéaste, un peu amer, comprend la logique et accepte le deal. L'idée ne sera donc pas de puiser dans le fait pour créer une œuvre qui mènera le spectateur à développer sa propre réflexion sur celui-ci, extérioriser sur le démon intérieur d'une nation, une plébéante mémorielle. Non, plutôt s'appuyer sur le fait pour constituer une sorte de mythologie moderne au mieux, éventuellement pourquoi pas un réceptacle à l'expression d'une magnificence au langage. Comme Titanic. Après l'échec critique du film, on a beaucoup reproché à Pearl Harbor de ne pas être suffisamment fidèle aux événements de décembre 1941, que ce soit dans le déroulé chronologique que dans la planification de certaines opérations telles que le Raid Doolittle. Prenons un seul exemple. Au cours de l'attaque, 2 pilotes américains parviennent à faire décoller leur P-40 Warhawk, les sous-lieutenants George Welch et Kenneth Taylor de l'US Air Force. Dans le film, nous voyons les deux héros, Rafe McCauley et Danny Walker, incarnés par Ben Affleck et Josh Hartnett, être les deux fameux pilotes au décollage pour réaliser les actions héroïques de Welch et Taylor, en lieu et place de ceux-ci. Ce dernier dira, non sans une certaine amertume, de Pearl Harbor « Poubelle, trop sensationnaliste, trop décalé de la réalité ». Aussi, question. Pourquoi pardonne-t-on à Titanic de s'écarter des exacts faits historiques, genre, au hasard, la brisure en deux, elle aussi trop sensationnaliste, trop décalée du réel, et pas à Pearl Harbor de réarranger certains aspects factuels? Allons plus loin. Comment Cameron est-il parvenu à harmoniser faits historiques et fiction, là où vraisemblablement Michael Bay semble s'être planté aux yeux de la postérité? $140 millions de budget. Une grosse machine, en partie tournée à Playas de Rosarito, la même où le décor de Titanic 1 sur 1 avait été construit quelques années plus tôt. Tournage à Hawaï, sur les mêmes lieux de la tragédie, avec l'appui non négligeable de la Navy, rappelant que le carnet d'adresses de Jerry Bruckheimer doit être bien rempli des différents hauts gradés et hauts fonctionnaires officiant au sein de l'armée ou dans l'administration américaine. Toujours utile pour propagander, pour resserrer le lien entre la nation américaine et ses outils de défense, bien sûr, et de communier sous son drapeau. Voilà. Ça s'annonce quand même pas très bien tout ceci. On a une idée qui émerge sur la volonté d'additionner des tendances commerciales entre elles, distribuée par un studio réputé
pour mouler et standardiser son cinéma grand spectacle, produit par un homme qui a fait son business sur des produits commerciaux décomplexés célébrant une certaine vision cocaïno-patriotique de la toute-puissance de l'Amérique, réalisé par un type qui jusqu'ici était un faiseur XXL, démolisseur, autiste et clippeur de l'extrême. Bref, au niveau du goût, cela venait à chercher un magret aux truffes au Mister Tacos. Seulement, ne disait-on pas la même chose de Cameron avant Titanic ? Sa légitimité était-elle plus grande ? La Fox n'est pas plus en reste que Disney après tout. La différence fondamentale est toute bête. Titanic a été pensé, porté et réalisé jusqu'au bout par Cameron. Pearl Harbor est une œuvre de producteur. Porté par Buena Vista, Disney donc, Bruckheimer est fabriqué par leurs outils perso et entre guillemets connotés sous leur giron, B à la réalisation, Randall Wallace réquisitionné au script, parce que Braveheart, Hans Zimmer qui a une carte fidélité sur tous les projets Bruckheimer depuis le début des années 1990, le projet a une connotation déjà. Peut-être moins d'authenticité dans l'approche, arrivant après avec de meilleures armes théoriques tirées elles-mêmes d'autres œuvres ayant, elles, dû se mettre en risque pour les développer, Titanic par exemple, et également, citons-le ici, Le Soldat Ryan. Pourtant, tout ça ne suffit pas à expliquer la débâcle Pearl Harbor, car malgré un box-office à 450 millions de dollars, le rendant rentable sans excès, en termes de réception par les experts S-Cinéma, c'est une catastrophe. Roger Ebert parle d'une histoire d'amour, d'une banalité renversante, un film sans grâce, sans vision, ni originalité, aucun sens de l'histoire ou du contexte. 24% d'avis favorables sur Rotten Tomatoes. Pour la référence que ça peut être. Un film qui n'est pas renié par Michael Bay, mais dont il revient assez peu, et surtout qui dénote réellement avec le virage qu'il prend ensuite dans sa carrière. Moins sous contrôle, plus indépendant, plus fou peut-être aussi. Plus décomplexé dira-t-on. Un film qui, malgré ça, laisse une traînée positive chez le public non cinéphile en majorité, et dit sans posture de prétention par ailleurs. Si on se promène sur Allociné par exemple, émotion présente, scènes d'action spectaculaires, histoire passionnante, film poignant, très beau film de guerre, etc. Cela mérite quelques clés pour comprendre ce phénomène d'amour et de détestation qui peut exister à l'endroit de Pearl Harbor. Et la clé qui va nous aider aujourd'hui, c'est Titanic. Pour discerner les nuances de gris qui font d'une œuvre à la jonction de la réussite et de l'échec. Linguistiquement ici dans l'échec, mais inconsciemment, pour beaucoup, dans la validation. Impliquant peut-être à l'arrivée une remise en cause de nos certitudes cinéphiliques face à une expression que peut-être nous aimerions nous-mêmes programmer selon des critères de bon et de mauvais goût. Lorsque l'on pense Pearl Harbor et cinéma, une œuvre fait immédiatement référence dans l'esprit. Tora 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 de Richard Fletcher, Toshio Matsuda et Kinji Fukasaku, sorti en 1970, qui est à Pearl Harbor de Michael Bay ce que Le Jour le plus long est au Soldat Ryan de Steven Spielberg. Une œuvre respectée, massive, ambitieuse, coûteuse, 25 millions de l'époque, soit quasi 200 millions aujourd'hui. Ok, mais une œuvre sur laquelle Michael Bay ne s'appuiera que partiellement, à l'instar de Cameron pour toutes les œuvres Titanic qui précèdent la sienne. Pearl Harbor est un reboot du même événement historique, moderne, qui a le malheur, malheureusement, de figurer après des œuvres récentes tirées de faits historiques majeurs ayant, elles, déjà bénéficié des éloges de cette modernisation. De plus, et nous y reviendrons, la connotation idéologique de l'attaque de Pearl Harbor est bien moins subtile et donc moins accessible à l'écoulement du temps que celle de Titanic. Sur le plan du langage, Cameron ne s'oppose pas uniquement à Michael Bay, mais à une hybridation entre celui-ci en tant qu'artiste, artisan, et les deux mains industrielles qui en tirent les ficelles, Bruckheimer et Disney. Maintenant que l'on sait que Cameron est un cinéaste avec une vision
Éclairé de son sujet, voir les 2 précédentes émissions à ce propos, peut-on dire la même chose de Michael Bay? Avant d'arriver sur Pearl Harbor, Michael Bay a signé 3 longs métrages. Bad Boys, Rock, Armageddon. Des œuvres avec un ton, une personnalité de mise en scène, un savoir-faire, un sens du spectacle et de la narration. Excessif, diront certains, mais toujours élégant. Images léchées et quelques audaces parfois gratuites. À l'arrivée, que sait-on? Maîtrise du rythme, gestion et lecture de séquences de divertissement grand spectacle, un sens non négligeable de l'iconisation. Michael Bay, qu'on aime ou non son cinéma, possède un grand sens de la gestion de la forme du langage. La difficulté, c'est qu'il n'a jamais su s'extraire de cette forme pour lui donner un relief théorique, sans quoi sa vision intellectuelle aurait pu être définie par un code et un questionnement sur celui-ci. Avec Michael Bay, il n'y a que le code. Et Bad Boys 2, son œuvre la plus jusqu'au-boutiste de l'usage du code B, apparaît parce qu'elle est excessive et jusqu'au-boutiste comme son œuvre la plus élaborée linguistiquement. Cameron, lui, est avant Titanic un cinéaste mal compris. 5 films alors à son actif, pas beaucoup plus que Michael Bay, et comme Michael Bay, l'image d'un cinéaste bourrin, au budget toujours croissant. Sauf que le code Cameron est plus clair, le cinéaste plus en contrôle de son langage. Mise en scène, oui, mais surtout lecture de sa mise en scène. Son rapport à la science, à la matière, à la technique et à l'organique, sans parler, autre exemple aussi, de l'idéologie féministe qu'il porte, avec son regard sur le rapport entre sexes, via l'usage de triangles relationnels, le plus souvent, une femme révélée pour 2 hommes. Sarah Connor pour Kyle Reese et le Terminator, Lindsay pour Bud et Coffee, Connor pour le Terminator et John Connor, Helen pour Harry et Simon, Rose pour Jack et Caledon, Neytiri pour Sully et Quaritch. Seule exception, Ripley pour Newt, une jeune fille, et X. Chacun de ces films lui permet ainsi d'explorer diverses facettes de l'humanité selon différents angles, par diverses postures, face aux responsabilités, face aux règles de la nature, de l'espace ou du temps. Que voit-on se dessiner dans Pearl Harbor ? Un triangle relationnel. Une femme pour 2 hommes, aux prises d'événements les dépassant, censés révéler en eux une nature d'icônes humaines significatives. Comme Ripley, icône maternelle, comme le T-800, icône paternelle, comme Sarah Connor, icône féminine, comme Neytiri, icône environnementale. Et ça pose un léger problème, un problème en légitimité. Pearl Harbor reprend la mécanique cameronienne de caractérisation des personnages centraux, placés ici comme dans Titanic au centre d'un enjeu historique, les dépassant. De là parler d'un calque, il n'y a qu'un pas. Michael Bay a-t-il fait de Pearl Harbor une œuvre cameronienne ? Il est certain que le scénario de Pearl Harbor effectue des clins d'œil narratifs grossiers à l'endroit de Titanic. Le plus évident concerne l'architecture du récit. 1 heure à 1 heure et demie de romance, de construction relationnelle entre protagonistes, avant le basculement par un événement historique, naufrage pour l'un, attaque militaire pour l'autre. Seule différence, notons-le, Titanic se conclut après le naufrage. Pearl Harbor développe un 3e acte, la riposte du Red Doolittle. Un prolongement qui pose par ailleurs un important problème d'équilibre narratif, peut-être le plus dommageable ici. Nous y arrivons. De la voir dans le cinéma de Michael Bay un copycat au cinéma de Cameron, non. Pour Pearl Harbor, l'inspiration tient plus lieu d'une construction narrative comparable, comme une recette à tenter de dupliquer, qu'une imitation de style opportuniste. Un peu dans l'esprit de ce qu'Armageddon était au regard des autres films catastrophes de la même époque. Seulement, l'exemple est parfait pour rappeler que ce film-ci était, si ce n'est le meilleur, le plus excessif, le plus libre et décomplexé des œuvres de cet acabit en cette période. Et le plus rentable au box-office aussi. Confier une telle œuvre à Michael Bay se justifie. Il fera plus gros, plus fort, plus romantique, plus spectaculaire, la promesse de 3 cuirassés qui vont sombrer au lieu d'un seul paquebot. Et attention, pas par l'action d'un évitement raté avec un iceberg, mais avec des centaines de chasseurs japonais qui vont te pilonner tout ça. Nous avons cerné les attentes du public, là. Nous allons aller encore plus loin, nous allons être encore plus généreux.
Maintenant, si on ne s'arrête qu'à la seule question de la romance, dans Titanic, elle s'établit par le point de vue de Rose à la narration, avec sa sensibilité, sa volonté d'émancipation, d'extraction de son corps social oppressif. Lorsque le naufrage arrive, le film ne perd pas de vue la romance, mise à l'épreuve par le drame. Les deux amants ne se quittent pas, tentent de trouver une issue, mais finissent rattrapés par le réel et les signaux qui précèdent à la destinée tragique de Jack. Le naufrage a donc une conséquence directe et brutale sur l'union des deux amants. Et de cette disparition, Rose trouve un sens pour acter le redémarrage d'une vie où, en tant que femme, elle sera émancipée. La tragédie a donc un rôle direct sur les choix de Rose, sur la structure narrative de l'œuvre donc. Dans Pearl Harbor, la tragédie, l'attaque de la base de Pearl Harbor, marque une rupture avec l'exposition présentée jusqu'alors. La romance triangulaire, cœur du scénario pendant 1h15, n'est au départ pas claire sur qui raconte. Le film s'ouvre sur Danny et Rafe, enfants. Donc le film va parler d'une amitié. Donc, point de vue des deux amis. 5 minutes plus tard, Evelyn raconte à ses amis dans le train sa rencontre avec Rafe, chose présentée sous la forme de flashback. Du coup, c'est son point de vue à elle. À la fin du film, c'est de nouveau elle qui s'exprime pour conclure. Seulement si elle est narratrice, pourquoi le film s'ouvre sur cette scène du passé ? Titanic s'ouvre dans le présent et c'est le point de vue de Rose qui nous projette dans le passé. Pearl Harbor s'ouvre dans le passé avec des éléments qui n'impliquent pas directement le narrateur entre guillemets, car Evelyn n'est plus qu'une voix omnisciente qui à un moment va extraire une leçon des événements vécus, ce qui de toute façon et fatalement la rend plus importante que Rafe et Danny, ceux-là même par qui le film s'ouvre donc. Problème de positionnement narratif déjà. Et donc, c'est quoi l'enjeu ? L'enjeu, pour Rose, c'est que l'on assiste à sa révélation et à son émancipation dans le cadre d'une romance projetée au cœur d'une catastrophe. L'enjeu pour Rafe, tout seul, c'est quoi ? Prouver qu'il est un bon pilote ? Et retrouver sa gonzesse ? Je sais pas moi, c'est lui qui est en premier plan sur l'affiche, c'est le seul avec son nom tout en haut d'ailleurs. Ah oui, mais c'est pas lui qui raconte réellement l'histoire. Au point même que l'intrigue préfère s'orienter sur Evelyn et Danny pendant sa disparition en Angleterre pendant d'ailleurs un bon quart d'heure, 20 minutes. Donc c'est Evelyn, le cœur narratif. C'est quoi l'enjeu pour elle ? Sortir de son tiraillement sentimental ? Ok, pourquoi pas ? Même si du coup la scène d'intro ne sert plus à rien, on est d'accord. Et puis bon, excusez-moi, mais pour rappel, le film s'appelle Pearl Harbor. Ça là, ça sert à quoi du coup ? Dans Titanic, la tragédie est une mise à l'épreuve pour la romance. Et comme je l'ai précisé, la romance n'est pas perdue de vue par la catastrophe. Elle met en exergue les émotions des protagonistes, par ailleurs, comme ici par exemple. Dans Pearl Harbor, la catastrophe est une parenthèse. Pendant 40 minutes, Rafe, Danny et Evelyn s'oublient. Mais ils s'oublient littéralement. D'une part, le triangle est géographiquement éclaté. Evelyn est à l'autre bout à l'hôpital. Rafe et Danny vers les pistes. Et surtout, à aucun moment, Evelyn ne se demande ce que deviennent ces hommes, ni eux ce que deviennent Evelyn. Pour Rafe et Danny, militaires et agents de la paix avant tout, la décision numéro 1, c'est la riposte. Décoller et se défendre. Donc l'enjeu narratif, c'est d'abord de montrer qu'ils sont de bons pilotes, des héros, des modèles. Ok, mais du coup, pourquoi c'est sa voix omnisciente à elle que l'on entend à la fin du film ? Bah oui, parce que elle, du coup, elle n'a pas à s'exprimer au nom de l'Amérique, au nom de l'histoire, des événements. Elle n'est que témoin et son rôle est d'articuler des dilemmes émotionnels chez ses héros. Une raison individuelle de se battre. Bref, Pearl Harbor est narrativement absolument désincarné. C'est un assemblage de séquences individuelles qui toutes seules sont plutôt jolies, plutôt élégantes, mais qui bout à bout donnent une hybridation disharmonique. Avec un bloc central spectaculaire mais qui raconte tout autre chose, qui oublie ses protagonistes dans le drame au point que celui-ci n'ait peu ou pas d'impact sur la suite.
Dans Titanic, la mort de Jack est le premier acte de l'émancipation individuelle et personnelle de Rose. Elle fait une promesse et se met en action pour survivre. Et de sa survie, elle trace sa vie. Et qu'est-ce qui a provoqué la mort de Jack ? Le naufrage du Titanic. Dans Pearl Harbor, aucun des trois ne meurt. Aucun des trois ne meurt pendant l'attaque de Pearl Harbor. La conséquence directe est de rappeler que la guerre a rattrapé leur insouciance dans ce petit coin de paradis, un thème déjà exploré plus frontalement et plus harmonieusement dans From Here to Eternity de Fred Zinnemann. La tragédie de Pearl Harbor a pour conséquence de faire jaillir un sentiment de motivation pour rendre aux Japs la monnaie de leurs pièces. Et c'est dans cet acte, le raid Doolittle, que Danny meurt. Du coup, pour nos héros, la conséquence, elle est censée venir de ça. Or, sitôt le raid passé, blabla, l'Amérique est venue à vue à vaincu, épilogue, fin. Aucun impact chez les deux héros restants. Ils s'installèrent, ils élevèrent le gosse de Danny qu'ils appellent Danny, et Rafe reste à jamais son référent, du début à la fin. Il prend les décisions importantes, subordonne Danny, le domine ou domine ses incarnations. Elle, ici, elle se sert de lui pour soigner sa peine d'avoir perdu Rafe, et quand Rafe refait surface, elle lui ment. Elle lui ment, oui. Car elle se montre, soi-disant partagée, prisonnière d'un dilemme sentimental, mais entre dire ça à Rafe... Now I'm gonna give Danny my whole heart. But I don't think I'll ever look at another sunset without thinking of you. I'll love you my whole life. Et un je t'aime tout pourri à Danny, la scène juste après avec ce regard fuyant. Bon, vous avez compris qu'il finit par être pris en leu-leu dans ce trouble, et spoiler, c'est pas elle. Donc, on résume. Manque d'incarnation, disharmonie entre les faits historiques et la romance développée en parallèle. Linguistiquement, Pearl Harbor n'est qu'une succession de séquences avec des idées qui, mises bout à bout, donnent un tracé narratif pas très équilibré, peu conséquentiel et donc difficilement crédible, même dans le cadre d'une œuvre de fiction, et d'autant plus dans une œuvre de fiction s'appuyant sur un véritable fait réel. Et pas Cameron qui veut, certes, mais surtout pas en maîtrise de sa narration surtout. Selon moi, le fautif, c'est surtout lui, là. Randall Wallace, qui a certes écrit Braveheart, qui a collaboré avec Mel Gibson à quelques reprises, mais qui a aussi commis ça. Voilà. Et qui souffre d'ailleurs des quasi mêmes soucis que Pearl Harbor, notamment dans les rapports aux personnages miroirs. Rafe, Danny, le masque de fer Louis XIV, et dans le travestissement réarrangé du réel à des fins purement fictionnelles. C'est pas forcément un mal en soi. Ça se voit depuis les origines du cinéma. Mais pour une œuvre s'appuyant sur le Titanic de Cameron, c'est un pas de côté majeur. James Cameron, nous l'avons vu, scinde l'implication des personnages de fiction avec les personnages tirés de personnalités réelles. Sous-entendu, aucun personnage de fiction n'effectue d'action attribuable à une personne réelle et inversement. Pas comme dans SOS Titanic par exemple, qui met en scène Lawrence Bisley dans une romance qu'il n'a pas vécue. Il ne s'interdit pas de créer une interaction entre les deux, mais jamais en sortant le personnage réel de l'action qu'on lui attribue. Exception faite de Murdoch, personnage réel qui tue par inadvertance et dans la panique Tommy, un personnage fictionnel. Alors, on a beaucoup reproché à l'époque le traitement fait à Murdoch, justement à cause de cette scène. La vérité, c'est qu'on ne sait pas exactement comment le véritable Murdoch est mort. La réalité est plutôt floue, et à l'époque de la production du film, la rumeur drainée sur des décennies parlait d'un suicide. Après un salut militaire, et boum, une balle dans la tête. La rumeur, en soi, est vraie. Mais ça n'est qu'une rumeur. Fallait-il donner à Murdoch la cause de la mort d'un personnage secondaire fictionnel
comme Tommy. Dans la mesure où cela donne une fluidité au récit, j'ai tendance à penser que Cameron s'est juste engouffré dans un flou de vérité pour y coller une rustine relationnelle entre ses personnages. Que cela ait pu gêner, je peux le concevoir, mais cela vaut mieux que d'attribuer des faits accomplis avérés par des personnes réelles à des personnages de fiction. Dans Titanic, les personnages traversent le fait, seulement réajustés sur des flous du réel, y compris concernant la brisure. Dans Pearl Harbor, le fait est mis au service des arcs fictionnels. Rafe McCauley n'aurait jamais pu être abattu en Angleterre car les soldats américains volontaires n'étaient pas autorisés à voler avec la RAF. L'amiral Kimmel ne jouait pas au golf le matin de l'attaque et n'a à aucun moment été prévenu des ruptures diplomatiques du Japon avec Washington. Les avions japonais n'ont jamais ciblé les hôpitaux, ni même le service médical. La scène où Roosevelt se redresse, pareil, ça n'existe pas. Les dégâts infligés par le Red Doolittle ne sont pas aussi spectaculaires qu'ici. Ces bateaux-là, ici, ce sont des destroyers de la classe Spruance, entrés en service dans les années 70 et prêtés par la Navy à la production pour les faire péter avant qu'ils soient démantelés. Voilà. Et j'en passe, et des dizaines d'autres. Vous me direz, on s'en fout. Oui, on s'en fout. C'est une œuvre de cinéma, une adaptation, par définition. Donc, si tu veux un film qui se rapproche au plus près du fait, tu fais comme tout le monde, tu te remates Tora, et tu fermes ta gueule. Voilà, tout simplement. Justement, le film s'appelle Pearl Harbor. Non seulement nous avons vu que le fait présenté dans le film n'avait que peu d'impact sur les personnages, mais en plus, en nommant ton film Pearl Harbor, on s'attend à un peu davantage qu'une adaptation, une promesse de fidélité à l'événement. On l'a sur des grands tracés, mais dans le détail, ce sont des facilités qui surgissent. Faire que ces deux pilotes-là soient Rafe et Danny et pas Welch et Taylor, ça sert le récit. Seulement, est-il raisonnable d'opposer Titanic, un fait divers en temps de paix, à Pearl Harbor, un fait de guerre consécutif et précédent à d'autres faits de guerre, dans un contexte particulier en temps de conflit mondial? Alors, d'une part, le naufrage du Titanic est un fait qui n'est pas isolé d'un certain contexte. Il est même révélateur de certaines failles dans le sein de la société post-industrielle occidentale, avec ses implications idéologiques, ses intérêts économiques et ses répartitions sociales. Concernant Pearl Harbor, effectivement, il y a une opposition franche entre un assaillant et un assailli. Le destin n'y peut pas grand-chose. L'homme provoque l'homme. Ici, deux points de vue s'opposent, le japonais et l'américain. Pearl Harbor est un film américain 100% certifié, élevé au seul registre du point de vue du camp américain. Avec donc un point de vue, et donc, selon une perception déjà de base à moitié vraisemblable, à moitié illustrée. L'avantage de Titanic est qu'il n'a pas à s'encombrer d'une idéologie exacerbée par la dualité farouche d'un conflit. L'enjeu pour Pearl Harbor, même si la neutralité est impossible à atteindre, c'est de ne pas trahir certaines perspectives liées au réel par l'exacerbation d'un point de vue idéologique. Sauf que là, le film tombe les deux pieds dedans. Nous parlerons après de politique, mais concernant le fait lui-même, Pearl Harbor est plus un fantasme de l'attaque de Pearl Harbor qu'une représentation sincère de l'attaque de Pearl Harbor. Bruckheimer lui-même nous avait cependant prévenu. Il faut être fidèle à la période de l'histoire sans en faire un documentaire. Un documentaire sur Pearl Harbor prendrait environ 9 heures et personne n'aimerait voir, sauf peut-être ma mère. Ce film est l'essence de ce qu'il s'est passé. Et si vous voulez savoir exactement, lisez un livre. Peut-être je me trompe, mais quelqu'un qui sous-entend qu'un documentaire sur Pearl Harbor, un documentaire de 9 heures au sujet de Pearl Harbor, non, n'y va pas, c'est casse-couille, c'est chiant, tu vas t'endormir devant, c'est de la merde. Moi j'ai envie de lui répondre, écoute mon gars, ton sujet, il est passionnant ou pas? Parce que s'il l'est sur un film de 3 heures, ton film abruti en l'occurrence, en principe il l'est sur tout type de durée, en fonction de qui va le raconter bien sûr. Si tu pars du principe que sur 9 heures ton sujet va ennuyer le public, qu'est-ce qui te permet de penser que toi, tu sauras le rendre intéressant en 3 fois moins de temps? Ah oui, à moins d'en modifier certains aspects pour que le public s'y sente
plus impliqués. Travestir, quoi. Tromper, en somme. Quand Spielberg raconte le débarquement allié sur les côtes normandes, il implique du fictionnel dans le réel. Il accentue probablement sur certains aspects du réel pour que notre implication soit soumise à l'interprétation des personnages de fiction, ce qui signifie qu'il ne trahit pas le réel, il est juste vu par l'œil de quelqu'un qui n'existe pas et qui n'impacte pas directement ses faits par ses actes au sein d'un contexte de guerre mondiale. Voilà, et la ville de Ramel, que l'on voit à la toute fin du film, elle n'existe pas. Ce qui permet à Spielberg de raconter ce qu'il veut, pour en dégager une allégorie, une réflexion. C'est subtil, ça ne se sert que du minimum de contexte pour projeter le récit vers toute autre chose. Pearl Harbor, ça prend, ça modifie, ça pioche, tiens je prends ci, je prends ça, ah oui non, ça poubelle, ah oui ça tiens ça colle avec mon truc. Et à l'arrivée, pouf, une hybridation de faits vidée de toute substance historique. Heureusement, fort heureusement, Pearl Harbor se garde bien de conclure avec un tableau rendant hommage aux victimes de l'attaque de Pearl Harbor. Le vice a ses limites. Maintenant qu'on a observé quel rapport entretiennent les films au réel et quelles sont les implications fictionnelles dans le récit, observons la démonstration. Comment Titanic et Pearl Harbor explorent symboliquement le naufrage du Titanic pour l'un et l'attaque de Pearl Harbor pour l'autre. Dans les deux cas, par le biais du mouvement. Titanic présente un drame isolé, progressif dans sa gravité, principalement vécu par les mouvements effectués par Jack et Rose. Et pour ainsi dire, c'est une visite guidée immersive. Sur le pont avant, lors de l'impact, après un détour dans la cabine luxueuse de Rose, on se retrouve dans les cales qui commencent à être submergées, passage par la 3e classe, on remonte sur les ponts, on redescend tout en bas en passant par les salles de réception jusqu'à remonter de nouveau et finir sur la poupe. Jack et Rose se rencontrent à l'arrière, ils concrétisent leur amour à l'avant et se meuvent jusqu'au dernier morceau immergé du navire en train de sombrer, comme pour valider la nature intégrale de leur amour, le Titanic étant le réceptacle de celui-ci. En sombrant, le Titanic, objet de rêve, emporte Jack, la projection passionnelle de rêve pour Rose. Le naufrage dévoilé au gré des mouvements de Jack et Rose, de haut en bas et de bas en haut, dans des lieux miroirs, comme dans le grand escalier. Retrouvailles passionnelles en contraste avec cette scène, échange plus mesuré, est présenté sous toutes ses coutures et avec une symbolique propre au film de Cameron, chargé ici de magnifier l'impact d'un fait qui se construit crescendo dans sa dureté. Dans Pearl Harbor, le mouvement effectue des stop and go. Je m'explique. La chronologie est inversée sur la question de la brutalité du fait. L'attaque pète directement et se décroît au fur et à mesure que les explosions s'enchaînent, les mitrailleuses pilonnent et les cuirassés sombrent. Citons un objectif détruit, phase légère de redescente et hop, objectif suivant, enjeu, par exemple décoller du tarmac, donc redescente et hop, go, explosion de l'hôpital, etc., etc. Le procédé est simple, il faut maintenir de la tension et offrir du spectacle. D'autant qu'ici, contrairement à Titanic, le lieu n'est pas isolé et les faits s'étendent sur 3 pôles, voire 4. La baie, l'aérodrome et l'hôpital, puis après, les airs. Le souci, c'est le point de vue. Qui suivre et comment? Le seul et unique intérêt narratif du personnage de Cuba Gooding Jr., c'est parce qu'il sera notre incarnation dans le pôle attaque sur la baie. Il va mitrailler les avions, lui le grouillot de cuisine, et se révélera dans un acte d'héroïsme. Mais il ne fait que passer ici. Côté aérodrome, puis les airs, Rafe et Danny. Et côté hôpital, Evelyn. Les personnages sont les objets du drame qui se déroule. Ils n'agissent que mécaniquement d'un point A à un point B. À aucun moment, Michael Bay ne symbolise le fait en symbolisant leur mouvement. Et elle est là toute la différence. Dans Titanic, les deux amants vivent le drame. Et en conséquence, nous aussi. Dans Pearl Harbor, les trois observent, agissent comme ils peuvent par leur fonction. Les pilotes pilotent et l'infirmière soignent. Mais ils sont moins acteurs de la tragédie que témoins. Et tout ça sans rappeler que celle-ci est une parenthèse dans la romance installée depuis le début. Le rapport au fait, à l'histoire et donc du côté de Pearl Harbor, contrasté. Certes, spectaculaire, mais vide et désincarné. Infidèle, mais surtout sans réappropriation métaphorique, via une quelconque incarnation figurative avec le reste de l'intrigue.
Titanic aussi n'est pas fidèle. Du moins, pour ce qui est des parts d'ombre de l'histoire. En revanche, l'équilibre est en plus d'être clair, porté avec harmonie, avec assurance et par des biais de langage riches et subtils. Maintenant, qui dit point de vue, surtout sur l'histoire, dit point de vue sur la politique. Et là... Titanic est une œuvre universaliste, donc pas apolitique, progressiste à tendance démocrate, union des classes sociales, la place de la femme, etc., etc. Pearl Harbor, film patriotique, l'Amérique qui gagne même quand elle prend une branlée. D'où la nécessité de conclure sur le Red Doolittle, présenté comme une contre-attaque pleine d'audace, comme pour dire qu'avec peu, les États-Unis peuvent rendre la pareille à ce prétendu grand empire du Japon qui lui débourse autant de moyens et d'énergie pour un acte de guerre passablement comparable. Factuellement, le Red Doolittle est un demi-échec. Peu de victimes et peu de dégâts. En revanche, oui, moralement, l'avantage a été fourni à la propagande de guerre américaine, à la peine dans les semaines suivant l'entrée en guerre des États-Unis. Tablant sur le fait qu'il pouvait taper le Japon au cœur, l'effort de guerre s'en est trouvé grandement renforcé jusqu'à ce que la victoire de Midway en juin 1942 renverse définitivement le rapport de force sur le terrain. Le film de Michael Bay est une œuvre qui, avec des moyens comparables en 1942, aurait pu servir d'objet de propagande adéquat sans qu'on y change quoi que cela soit dans la narration et le récit. Alors après Armageddon, on peut se dire que Michael Bay est coutumier du fait. Mais à ma connaissance, ce sont les deux seuls films du gars où il extériorise très longuement et totalement sa passion patriotique. Et je dis bien patriotique, pas nationaliste. Romain Gary a écrit dans Éducation européenne en 1945 « Le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres ». Formule reprise apparemment par De Gaulle. Et que l'on parle d'un Michel Debré ou George Orwell, qui eux aussi se sont exprimés sur cette question, la tendance est d'opposer les deux notions, l'un étant une vue absolutiste de l'autre. Emmanuel Macron, dans l'entre-deux-tours de la présidentielle en 2017, dit « Je souhaite, dans 15 jours, devenir votre président. Le président des patriotes face à la menace des nationalistes. » Un an plus tard, Donald Trump, nous ne sommes pas supposés utiliser ce mot « je suis nationaliste ». Michel Winnock, historien, dit dans Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France que ce qu'on appelle patriotisme est un nationalisme ouvert. Une nation fière d'elle-même, s'autodéterminant et hissant le drapeau de la liberté pour inspirer les autres, en parlant de la France. Et que ce qui est défini comme nationalisme s'apparente à un nationalisme fermé, paranoïaque, exclusif, excluant, etc. Alors, toutes ces notions paraissent assez floues. Et ça a l'air quand même particulièrement conditionné par les événements de la Seconde Guerre mondiale, notamment par la mésaventure nationaliste nazie. Or, par son cinéma et le fait que de nombreux codes propagandistes furent repris par la suite par Hollywood, qui s'est même servi chez les théoriciens soviétiques tels qu'Eisenstein, c'est quoi la différence formelle entre un film de propagande nazi et un film de propagande américain, si ce n'est les valeurs, la culture, les modes de vie défendus et le fait que l'un est perdu et qu'il ait été redéfini par l'autre comme étant le mal absolu. Dans Pearl Harbor, les Japonais ne sont pas ridiculisés, pas déshumanisés tant que ça. En témoigne ce plan où un mitrailleur dit à des civils de dégager car ça va péter. En témoigne la figure de l'amiral Yamamoto, interprété par Mako, qui apparaît pragmatique, froid et lucide certes, mais pas fou, pas démoniaque. Ils sont une force factuelle, présentée pour ce qu'elle est, calculatrice bien entendu, et pas plus qu'il ne le faut. C'est pourquoi il me semble que Michael Bay, selon des définitions actuelles du patriotisme conditionné par l'histoire récente, est un patriote, qui s'émeut pour la gloire de son pays, mais s'intéresse que partiellement au monde tout autour, sans le dénigrer
ni le rejeter. Voyez Armageddon, ou revoyez Armageddon. Le reste du monde est tout aussi stéréotypé que ne l'est sa vision de la gloire qu'il attribue à ses héros américains. Pour le coup, Titanic et Pearl Harbor sont les deux faces d'une même pièce. L'Amérique, avec l'américain universaliste, alors plus anglo-saxon car Cameron est canadien pour rappel, aux grandes idées et valeurs de fond, et avec l'américain patriote, attaché au code de mise en forme qui permettent la définition primaire de la nation américaine. Alors, son drapeau, sa tenue, son assurance, sa culture, son insouciance, sa capacité de rebond, etc., etc. Tant que les États-Unis exerceront une forme de domination culturelle sur le reste de l'Occident, il ne sera pas possible pour l'inconscient de permettre le procès de son cinéma, en ciblant particulièrement des véhicules comme Pearl Harbor. Surtout si les définitions se soumettent à d'autres paradigmes et qu'on décide qu'en fait, si, Pearl Harbor était bien une œuvre nationaliste finalement. Tout ça pour rappeler que toute œuvre de cinéma est soumise à l'épreuve du temps et à l'évolution des mœurs et idéologies. Son but est de sanctifier la nation américaine au regard des autres. Et cela marche. Le public a suivi, acceptant volontiers tous les pas de côté du film. Aujourd'hui encore, Pearl Harbor est une œuvre appréciée par le grand public. En témoigne une nouvelle fois ce type de notation. Cela signifie-t-il que la masse est prête à accepter de manger un discours patriotique pro-américain dévergondé? Cela signifie-t-il que tous sont des moutons incapables de distinguer de grosses ficelles scénaristiques manipulatrices tant qu'ils en ont pour leur argent? Le schéma est évidemment réducteur. Sur le langage, le film n'est pas bon. Et c'est ce qu'on a vu en l'opposant à Titanic. Mais c'est quoi pas bon? Sur l'équilibre du récit, sur l'harmonisation d'une narration en réponse à une grammaire établie? L'idéologie est présentée sans subtilité, mais d'autres, comme la chute du Faucon Noir, pour prendre un exemple proche de Pearl Harbor, sont tout aussi gras. Pourtant, au regard du langage, le film de Scott est quand même davantage une réussite que Pearl Harbor. Si Pearl Harbor émeut la masse, alors c'est qu'il réussit son pari, émouvoir. Qu'importe la manière. Et au nom de quoi cinéphiles et cinéphages peuvent se dire « alors ça non, ça c'est pas bien ». Combien de fois ces mêmes cinéphiles et cinéphages se sont trompés? Libération, en 1985, parle de retour vers le futur en évoquant l'un des plus consternants navets qu'ait produit la bande à Spielberg. A l'inverse, Robert Redford et son travail de cinéaste est salué par la critique jusqu'à recevoir l'Oscar de la meilleure réalisation pour Ordinary People. Qui peut me dire qui a vu ce film et le considère comme un modèle de mise en scène, surtout en l'opposant à des films de la même époque? Raging Bull, The Empire Strikes Back, Kagemusha, Cruising, Shining, dézingué à sa sortie par la critique. Personne n'a plus tort que celui qui vous dira directement ou non qu'il a raison, au prétexte qu'il a vu plus de films que vous, qu'il étudie et écrit sur le langage depuis des années, comme c'est mon cas, qu'il a des références et pas vous, qu'il a une éloquence et pas vous, qu'il est youtubeur et a des abonnés et pas vous, qu'il a fait des études de cinéma ou qu'il est réalisateur et pas vous. Il y a 10 ans, il était de bon ton de dire que Michael Bay était un branleur de cinéaste, incapable de comprendre le langage qu'il utilise, ne faisant que des clips vidéo de 2h30. Aujourd'hui, de plus en plus lui reconnaissent un savoir-faire esthétique, un sens de la composition de ses images. La masse qui aime Pearl Harbor n'a-t-elle finalement, à tort ou à raison, pas compris qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre, ou si ce n'est un grand film, avant ceux qui pourtant s'autodésignent comme gardiens du temple des chefs-d'œuvre du 7e art? Le temps permet au film de se mouvoir dans les esprits au gré des mouvements intellectuels d'une société, du public lui-même. Nous avons dans cette émission opposé Titanic et Pearl Harbor, car selon moi, deux faces d'une même pièce. J'ai parlé de ce que Cameron a réactualisé, recentré, réussi, en expliquant pourquoi les autres avaient échoué. Mais le fait qu'ils aient échoué les rend-il caducs? Non. Ils permettent une lecture du langage. En revanche, permettent-ils une lecture des émotions? Non, car il n'y a que vous qui pouvez le savoir. C'est aux portes de votre sensibilité de spectateur que mon travail s'arrête. Le reste vous appartient.
God knows you lonely souls. God knows you lonely souls.